Bonjour tout le monde, bienvenue au musée minéralogique de Tizi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maxime Bolduc, je suis le coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets ici au musée depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on est là pour une merveilleuse invitée, Caroline Boivin. Je suis vraiment honoré qu'elle ait accepté notre invitation de nous parler aujourd'hui de ses recherches, notamment en lien avec son postdoctorat à l'Université Queen's, sur tout ce qui est l'imaginaire, les représentations de l'université dans les imprimés. J'avais un texte de sa notice bio-bibliographique, mais je ne suis pas sûr que je vais lire ça. Je vais y aller juste un peu comme je le sens. Parce que Caroline, c'est aussi une amie, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Donc à travers différents projets de recherche à l'université, puis donc je suis vraiment content qu'elle soit là aujourd'hui. Ça fait super longtemps qu'elle s'intéresse au monde universitaire, la manière dont le monde universitaire est représenté, notamment dans la littérature. Sa thèse qui a gagné le prix de la meilleure thèse de l'Université de Sherbrooke, par ailleurs, portait sur les romans de campus au Québec. Donc c'est vraiment une thèse excellente. Puis, donc, elle poursuit ses recherches à l'Université Queen's maintenant. Et donc, quand on a reçu l'exposition religieuse, enseignante et scientifique, tout de suite, ma pensée, là, ça a été de me dire, je pense que Caroline, c'est la personne toute désignée pour venir nous présenter comme des pans complémentaires de cette histoire-là, la manière dont la société a pu s'être représentée, les femmes à l'université. Le parallèle entre peut-être la réalité concrète et aussi la manière dont on se la représente. Donc, je suis vraiment choyé de l'avoir aussi avec nous aujourd'hui. Puis, j'ai vu que tu as amené un livre ici de collaborer. Caroline s'est aussi beaucoup intéressée à tout ce qui est la littérature populaire, notamment les fascicules de romans d'amour avec Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren de l'Université Concordia, si je ne me trompe pas, Marie-Pierre Luneau de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est aussi une spécialiste dans ce niveau-là. Tout ce qui est les imprimés, un peu plus populaires, oui, c'est ça, pour les gens. Ça ne doit pas juste la grande littérature dont on peut s'imaginer, mais aussi vraiment les petits papiers que les gens achètent au dépanneur, les petites histoires. C'est comme Harlequin, pour ne pas le nommer, maintenant? Ben oui, c'est ça, comme l'ancêtre d'Harlequin, des petits romans à 17. Oui. Il y a des éditions québécoises, en fait, c'était principalement les éditions Police Journal, on va le nommer concrètement. Mais oui, je vais faire ça, si jamais vous êtes curieuse, c'est le fun, on a un public essentiellement féminin, c'est dans le thème. Tu l'as peut-être pas apporté, mais elle vient aussi faire paraître récemment une direction d'ouvrage, Le Rose et le Noir, donc, qui est aussi le lien entre l'imaginaire un peu plus policier, celui du roman d'amour. Donc Caroline est une grande spécialiste donc, de la représentation dans la littérature, puis aussi dans la littérature plus populaire. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour de la personne que tu es. C'est en masse. Je pense qu'on va arrêter ça. Mais merci beaucoup, Maxime. Puis, je voulais juste remercier le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Je suis venue avec ma fille, ma petite féministe en arrière. Depuis hier, on a eu un accueil absolument incroyable. On a beaucoup appris. On s'est demandé plusieurs fois qui venait apprendre quoi, qui venait parler, qui venait apprendre. Je pense que c'est ça, la construction des savoirs. On est dans un magnifique lieu d'innovation. Voilà, donc merci de tout cœur. Merci pour la présentation. Merci au public. Oui, merci vraiment d'avoir bravé le froid. Je pense qu'on va essayer d'avoir des discussions qui vont vous engager. Puis je veux vraiment vous dire que vos interventions, que ce soit des questions, des commentaires, des témoignages, sont vraiment les bienvenus. On va construire des histoires aujourd'hui. Oui, donc on a prévu à peu près 45 minutes de discussion, un petit temps de questions. Puis à la suite, si vous êtes intéressé, on va aller faire le tour de l'exposition religieuse, enseignante et scientifique. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'il y en est. Puis donc, là, avec Caroline, c'est quand même un peu structuré notre affaire. Là. On veut aborder un peu comme 3 blocs de l'histoire de la place des femmes dans les universités canadiennes. Donc, on va essayer d'y aller un peu bloc par bloc, puis gênez-vous pas pour poser des questions si vous faites de la discussion. Donc, j'ai envie de te lancer, Caroline, peut-être juste pour nous introduire le sujet. J'ai l'impression quand même que
en 2026, bon, on sait aujourd'hui les femmes ont accès aux programmes universitaires et tout ça. Mais bon, l'histoire de comment les femmes ont eu des embûches pour s'y rendre et tout ça, bon, parfois on les devine, on peut s'imaginer. Mais cette histoire-là des femmes à l'université, je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu dans la société en général. Tu pourrais nous parler de ça. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi c'est mal fait? Oui, bien en effet. Puis d'ailleurs, moi, quand j'ai recommencé mes recherches là, pour la causerie d'aujourd'hui, j'avais peur que ce soit du trop connu. Je me rends compte que non, il y a eu très peu de synthèse historique en fait sur la question, pour 3 raisons à mon sens. Premièrement, ben, c'est une histoire qui est assez jeune. Hein. Les femmes, comme vous le savez, ont été très longtemps empêchées dans leur parcours universitaire, grosso modo là, jusqu'au début du 20e siècle. Donc, autour de 1900, ça commence à changer. Donc, d'une part, c'est une histoire qui est jeune, il faut qu'elle soit mise au jour. La deuxième raison, c'est que ça s'est fait de manière très, très inégale au Canada et même à l'intérieur même du Québec. Donc, il n'y a pas eu de consensus clair, un peu comme pour le droit de vote. OK, en 1940, enfin, le Québec fait voter les femmes. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été des petites, on va le voir, là, mais des petites percées, des petites exceptions en fonction des programmes, en fonction de la langue, en fonction de la religion, en fonction des différentes universités, des régions. Donc, très inégal. Alors, c'est quand même difficile d'avoir un portrait d'ensemble, c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. La troisième raison, c'est que, puis c'est intéressant pour moi, là, qui m'intéresse à l'histoire culturelle, c'est que j'ai l'impression que les changements historiques ne sont pas nécessairement survenus au même moment que les changements des mentalités. Ça fait en sorte que les femmes ont eu accès, par exemple, à l'université, mais ont stagné dans une espèce de tolérance machiste pendant très, très, très longtemps. Donc, elles étaient présentes, mais peu visibles et surtout très peu libres. Donc, on va le voir, là, les identités qui étaient possibles pour des étudiantes universitaires ou pour des professeurs d'université, c'était assez limité et figé dans le temps. Donc, ça donnait quand même peu de possibilités, peu de visibilité. Puis, Caroline, peut-être juste pour bien nous situer dans la démarche de tes recherches, de manière générale. Tu sais, toi, t'es présenté, t'es littéraire, t'es issu de doctorat en études littéraires et tout ça. Donc, t'es pas vraiment une historienne. C'est quoi vraiment ton angle d'approche, toi, quand tu veux regarder la place des femmes à l'université? Oui, c'est ça. C'est une excellente question. Moi, je m'intéresse à l'histoire culturelle. C'est là-dedans que je me spécialise. Donc, je m'intéresse concrètement à l'histoire des représentations. Donc, comment, par exemple, les femmes ont été représentées dans différents médias à différents moments de l'histoire, que ce qu'on pense au roman, au film, à la télévision, publicité. On va parler tout à l'heure d'une publicité. Donc, parce que je suis convaincue que, dans le fond, les représentations sociales qui font partie de l'imaginaire social, elles contribuent à façonner notre expérience du monde. Donc, quand on a des représentations dans des films, dans des publicités, bien, ça impacte réellement nos façons de vivre, d'évoluer en société. D'ailleurs, justement, l'imaginaire social, c'est un peu mon concept chouchou là, en tant que théoricienne de la culture populaire. Donc, si Chantal voulait bien échanger la diapositive en clair, voilà. Donc, si je représentais une nébuleuse, pour moi, l'imaginaire social, c'est un peu comme une nébuleuse, donc une espèce d'ensemble gazeux dans lequel naissent des représentations sociales, un peu comme les étoiles, certaines y meurent aussi. Puis autour, si on change encore de diapo, autour, il y a un peu l'impensable, donc l'absence d'imaginer, l'absence d'imaginaire, un peu justement le no man's land ou le no woman's land, en fait, pour la causerie d'aujourd'hui. Alors, pour moi, bien, il faut que, pour que des changements sociaux surviennent de manière durable et profonde, il faut qu'il y ait une évolution des mentalités. Puis pour moi, ces changements profonds-là surviennent un peu à la frontière de l'imaginaire social. Donc, qu'est-ce qu'une collectivité décide de manière très inconsciente qui est acceptable comme manière de vivre, comme manière d'interagir, qu'on pense à des institutions ou à des personnes. Donc, il faut qu'il y ait certaines représentations qui sortent de l'imaginaire social. On va parler tout à l'heure de la cerveline, donc un stéréotype très négatif d'étudiante. Il a fallu que ça se dissolve pour que de nouvelles possibilités entrent dans l'imaginaire social, puis que là, il se passe quelque chose avec l'éducation. Oui, c'est ça. Il faut être comme en mesure de s'imaginer une femme dans un poste de médecin, par exemple, oui, dans des hautes sphères, pour être capable de se dire, OK, il y a un changement réel, on les accepte concrètement. Oui, bien oui.
Donc, on peut peut-être avancer donc, dans notre parcours historique. Tu as nommé donc la première, je ne sais pas si Chantal, si tu veux juste revenir en arrière, quand on avait le plan. Tu as nommé la première étape, la ghettoisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce contexte-là, de cette étape-là, première étape? Pourquoi tu considères ça ghettoisation? Oui, j'ai décidé de parler de ghettoisation dans la mesure où on parle de placer les femmes dans une espèce de ghetto, donc un milieu replié sur lui-même, c'est entendu comme ça. Parce qu'au 19e siècle, quand les femmes accèdent à l'éducation supérieure, elles sont vraiment placées à part. Donc, c'est comme, vous avez le droit d'accéder à l'université, mais sous telle condition, dans telle bulle, ne venez pas contaminer le reste. Là, j'ai un exemple très clair pour ça. Ce sont des possibilités, certes, là, mais il y a des limites aussi à tout ça. Oui. Donc, concrètement, c'est de quelle façon les femmes peuvent accéder à l'université dans cette période-là, donc à la toute fin du 19e siècle? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour... Oui, bien là, c'est la différence de la langue et de la religion là, qui est vraiment fondatrice là, à ce moment-là. En fait, les anglophones et les protestantes ont eu accès beaucoup plus tôt que les francophones et catholiques. Ouais, juste me situer, là, on est où, là? On est-tu au Québec? On est-tu au Canada? On est-tu en Amérique du Nord? Oui, ben, on est au Canada anglais. Merci pour la question, oui. On va... Dans les trois... Ben, en fait, pour la première, la causerie, là, je voulais parler des représentations au Canada. Okay. Donc, on va commencer par les plus chanceuses, donc dans le Canada anglais, juste un petit peu à l'extérieur du Québec. Ouais. Ensuite, on va revenir au Québec pour voir comment ça se passe dans la francophonie. Puis Okay. on va terminer le parcours ici, en Abitibi. Donc, merci pour la question, ça me permet de mieux se situer. Oui. Donc, le premier exemple très concret va se passer à Kingston, en Ontario, d'ailleurs. Dans mon université. Ben, justement, là, peut-être que tu pourrais nous amener à ce premier exemple-là concret, oui. au fin du 19e siècle. Comment l'éducation supérieure est devenue quelque chose de souhaitable dans le jeune. Oui, c'est ça. Ben, je voulais vous parler d'une possibilité, d'une trajectoire assez exceptionnelle. Là. Donc, les premières femmes médecins à la fin du 19e siècle, il y a eu un programme médical spécifiquement dédié aux femmes à l'Université Queen's, là, le Women's Medical College. C'est l'aventure qui se déroule entre 1883 et 1893. Donc, on peut peut-être faire avancer les diapositives un peu, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse sur la chronologie un petit peu. Évidemment, il n'y a pas d'examen, hein, on est hors de l'université, là. Mais c'est juste pour vous situer un peu. Donc, je voulais juste vous faire voir qu'il y a très peu d'universités francophones. En fait, il n'y en a qu'une seule, c'est l'Université Laval, qui a 2 succursales. Donc, elle a une université à Québec, une autre à Montréal. Donc, il y a très peu de possibilités pour les francophones à l'époque. C'est pour ça que je vous amène du côté anglo. Du côté protestant aussi, ben, il y a une tradition de l'éducation plus forte là, qui fait en sorte qu'il y a eu accès, les familles ont priorisé l'éducation plus tôt que chez nous au Canada français. Donc, selon Micheline Dumont, qui est une historienne que j'admire beaucoup, elle écrit dans Le féminisme raconté à Camille qu'en dehors du pensionnat, dans le fond pour les francophones, il n'y avait pas de possibilité du tout, tout s'arrête à moins d'être riche, anglophone et protestant. Donc, pour les personnes riches, anglophones et protestantes, c'est là qu'on s'en va. Il y a eu quelque chose d'assez formidable à la fin du siècle, donc vers les années 1880, on commence à discuter en Amérique du Nord du fait que les femmes pourraient avoir accès à l'éducation supérieure. Donc, il y a l'imaginaire qui se met en place tranquillement. Mais il n'y a pas encore d'infrastructure pour accueillir les femmes. Donc, entre 1878 et 80, il y a quelques femmes qui vont être admises en médecine pour une première fois au collège de chirurgiens de Kingston. Et là, elles ne vont pas passer inaperçues. En fait, même qu'il y a un professeur d'anatomie qui a rallié ses étudiants contre les femmes pour dire on va menacer de s'en aller à l'Université de Toronto s'ils ne sortent pas les femmes de là, parce que ça fait diminuer la qualité de nos enseignements. Donc, bien sûr, il faut protéger les hommes de la déchéance. Hein. Alors, les femmes vont être finalement rejetées après cette courte admission de 2 ans. Sauf que le récit était déjà en train de se mettre en place. Les femmes devraient peut-être avoir accès à l'éducation supérieure. Donc, ce qu'on va faire, une espèce de compromis, on va créer une institution à part. Je parlais de ghetto tantôt, donc on va créer un magnifique ghetto, là, très, très investi en termes financiers. Donc, il va y avoir une super école qui va être créée
juste pour les femmes, le Women's Medical College, en 1883. On peut peut-être faire avancer les diapositives. Et puis, ben, c'est de ça que je veux vous parler. Dans le fond, la première année, là, il y a 11 étudiantes qui vont étudier en médecine dans ce collège-ci. Moi, j'ai étudié les brochures là, dans les archives, donc c'est ça les photos que vous allez voir. Essentiellement, ce sont des petites brochures, des petits calendriers universitaires que les étudiantes traînaient avec elles là, pendant l'année pour avoir des renseignements pratiques sur leurs études. Il y en avait aussi pour les hommes, mais ceux pour les filles sont vraiment particuliers. Ça vaut la peine. Donc, c'est ça. Les femmes vont être admises en médecine, elles sont 11 au début, mais le discours est vraiment fort. Là, on sent une volonté politique pour expandre l'offre, puis on se dit que puisque c'est la première fois dans le Dominion qu'il y a une formation comme celle-là, bien, l'université est vraiment pionnière. Donc, on peut peut-être faire avancer encore un peu les avantages qu'on brandit pour attirer les étudiants. Bien, c'est une ville sécuritaire, ça c'est très important pour les femmes à l'époque, parce qu'il fallait surtout préserver la morale en fait, là, des jeunes filles. Donc, il fallait s'assurer par exemple qu'elles n'allaient pas être en pension mixte ou il fallait comme qu'il y ait un cadre. Et c'est une ville qui est pleine de cadavres. Ça, c'est vraiment important pour les gens qui cherchent une institution médicale de pointe à l'époque, parce qu'au 19e siècle, au Québec, on est un petit peu en retard, en décalage par rapport à l'Europe. Là. C'est au 19e siècle, vers 1830, qu'on commence au Canada à faire des études d'anatomie. Donc, on dissèque des cadavres pour apprendre sur l'anatomie, puis pour ça, ça prend des sujets, ça prend des corps, des cadavres. Puis, vous vous doutez bien qu'avec la religion, puis l'esprit du temps, ben ça ne va pas de soi qu'on va ouvrir l'enveloppe charnelle de l'âme pour avoir accès au visage. Alors, s'il y a plein de cadavres et que c'est une ville sécuritaire, bien, ça donne vraiment l'impression qu'on va avoir une formation de qualité pour la médecine des femmes. Donc, super formation qui est publicité. On peut peut-être avancer un peu. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que dans les brochures suivantes, je pense que l'image n'apparaît pas. Non, moi j'ai Oui, comme ça. OK, là, ça sent bien. Mais de toute manière, dans l'éditorial, donc dès qu'on ouvre le calendrier, là, la page de gauche, c'est écrit que le collège est autant que possible un collège pour femmes et que les étudiantes, dès qu'elles arrivent, vont avoir la chance d'avoir des conseils et l'attention de femmes avisées. Et puis, en même temps, elles vont avoir accès aux mêmes avantages que n'importe quel étudiant masculin dans n'importe quelle école médicale du continent. Donc, on sait qu'on donne une bonne formation. Puis en plus, c'est comme un microcosme féminin, vraiment. Donc, une espèce de ghettoisation dorée. Puis c'est ça, c'est une aventure donc, qui est vraiment pionnière, là, puis ça ne durera pas très longtemps. Puis là, tu me disais que ces brochures-là, donc les étudiantes trans, ça ressemblait un petit peu à des étrennes. Est-ce que tu pourrais nous mettre ça un peu à des étrennes? Des étrennes, oui. Je pense Caroline, tu pourrais peut-être nous expliquer. Donc, puisque j'ai un bagage en littérature, là, je veux parler des étrennes. C'est que dans le fond, au 19e siècle, il y avait des petits livres qui s'appelaient des étrennes. Vous avez peut-être entendu vos mères ou grand-mères dire t'étrennes à Noël, là, tu sais, t'étrennes, non? Okay. Ça veut dire porter pour la première fois, mais ça vient d'une tradition, en fait, au Nouvel An, on donnait des petits livres joliment ornés, bons pour la morale aussi. Donc, c'était comme un petit cadeau, un semi-pieux, semi-divertissant qu'on offrait au jour de l'an, mais qu'on offrait aussi en récompense pour les personnes qui se distinguaient à l'école. Donc, les jeunes garçons ou les filles de pensionnat qui avaient les meilleures notes, elles obtenaient des étrennes à la fin de l'année. Donc, des jolis petits livres. Là, ça ressemblait visuellement à ça. C'est important parce que les étrennes, il y en avait donc pour les garçons, pour les filles, puis c'est une marque un peu de distinction culturelle, distinction sociale, surtout quand c'est obtenu pour des récompenses de prix. Là. Les étrennes vont précéder d'ailleurs les livres de prix. Si vous avez déjà vu des livres rouges avec des dorures là, qui sont vraiment faits pour être traînés puis montrer qu'on a eu les meilleures notes. Donc, les livres d'étrennes, en fait, c'est ça. C'est comme un symbole de distinction. Et pour les filles, à cette époque-là, les étrennes sont vraiment particulières parce qu'on s'assure qu'ils sont particulièrement moraux. Ces livres-là, pour préserver l'espèce de naïveté des cerveaux du second sexe. Alors, il faut que les livres soient particulièrement moraux et ils sont particulièrement jolis aussi.
Parce que, peut-être que là, ça ne vous impressionne pas, là, comme fioriture, mais à l'époque, c'est qu'il y a de grandes innovations là, dans l'imprimerie et dans les techniques de graveur qui permettent d'ajouter les petits cadrages qui maintenant se font avec un clip sur Word. Mais à l'époque, là, ça, c'était nouveau. Donc, d'avoir des fioritures comme ça, c'était vraiment une marque de distinction. Puis, ça fait très univers féminin, un peu sentimentaliste, Et puis, les livres d'étrennes, justement, ils étaient mal vus à l'époque par les romanciers sérieux. Si vous connaissez, par exemple, Madame Bovary de Flaubert, bien, Flaubert dit de Madame Bovary qu'elle a trop lu de livres d'étrennes, puis donc, elle est comme naïve, puis... Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là? Ben, c'est des petits livres un peu naïfs, là. Tu sais, par exemple, une jeune fille qui va rencontrer un prétendant, puis là, elle va faire le bon choix. Donc, tu sais, c'est pas un cahier dans lequel elles peuvent écrire. Non, ce sont des livres d'histoire. Des livres d'histoire vraiment, mais bons pour la morale, puis en même temps jolis. Ah! Ouais, mais un peu naïfs, surtout pour les filles. Donc là, les formations médicales qui disent qu'il y a plein de cadavres à disséquer, formation médicale de pointe, ben ils présentent ça quand même sous forme un peu d'étreinte. C'est particulier parce qu'il y a un conditionnement genré là-dedans. Puis c'est encore plus criant si on change de diapositive. Encore une fois, s'il vous plaît, oui, ici. Donc, dès les années, là, on est en 87, donc 1887, on ajoute de plus en plus des portraits de femmes. Donc, l'espèce de brochure du collège devient de plus en plus microcosme féminin avec des grandes réussites. Mais c'est pas n'importe qui, ces femmes-là. Ce sont les premières diplômées en médecine, mais qui ont toutes des trajectoires un peu de missionnaires. Il y en a une en particulier qui est présentée, une de celles-ci, là, qui est missionnaire en Inde. La plupart sont vraiment missionnaires en Inde. Donc, elle se forme en médecine pour aller soigner les personnes démunies. Et puis, il y en a une qui, on dit dans la brochure qu'elle a soigné 4000 patients dans 1 an, parce qu'en Inde, les femmes ne pouvaient pas être traitées par des médecins hommes. Donc, sinon, elles mourraient. Alors, c'est noble d'aller étudier en médecine pour aller soigner des gens qui autrement mourraient. Vous voyez le tour de passe-passe? On ne peut pas devenir femme médecin à l'époque pour s'enrichir, fonder une famille et rester ancré dans notre localité. C'est plutôt un double exil. Un exil social, parce que là, on va accepter de ne jamais avoir d'enfants, de mari, etc., parce que concilier mariage, travail, famille, oubliez ça à l'époque. Donc, on devient l'équivalent d'une religieuse. Puis, du côté des garçons, c'est l'exact opposé. Ça permet de s'enraciner, de se doter d'un statut social, puis de trouver une épouse. Donc, un double standard, là, on le voit bien. Puis, peut-être juste pour boucler ce bloc-là, avant qu'on continue dans notre histoire, là, tu nous as dit que c'était comme une parenthèse un peu dans l'histoire de l'université à Kingston. Ça durait comme une dizaine d'années, si je me souviens bien, ta diapositive. Pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qui fait qu'on ne continue pas cet apport-là? Oui, je pense qu'on va changer de diapositive encore. On recule? On va avancer encore. Ça, ici, je voulais juste vous montrer les étreintes, les brochures en fait pour hommes, en haut, donc très très sobre, et celles pour femmes en bas, avec les papillons, les fleurs. Donc, on peut encore changer de. Voilà. Donc, la fin, là, en 1893-94, c'est la dernière année. Il n'y a rien qui laisse prévoir ça. Les brochures sont très, très, très confiantes et assumées. Puis là, du jour au lendemain, ça n'existe plus. Les femmes n'ont plus accès du tout. Les traces que j'ai trouvées, en fait, dans l'année suivante, c'est que le principal, donc l'espèce de président de l'université, a expliqué qu'il y avait maintenant de la concurrence à Montréal et Toronto. Donc, ça justifiait qu'on arrête tout. Mais on s'imagine les sommes qui ont été injectées là-dedans, d'argent, avec les locaux, puis tout ça. Donc, c'est quand même assez étonnant. En discutant avec les archivistes de Queens, on m'a dit aussi que Queens était souvent très innovante, mais en même temps sensible aux réactions du milieu. Donc, peut-être qu'il y a eu une certaine insatisfaction ou inconfort, puis que c'était plus profond que ça, là, les raisons de l'arrêt. Mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est qu'en fait, ensuite, ça a pris 49 ans avant que les femmes réaccèdent à la médecine à Kingston. Donc, en 1943, pour la première fois, il y a des femmes qui peuvent accéder aux études médicales. Alors, ce que je veux qu'on en retienne, c'est que l'histoire aurait pu être complètement différente. On aurait pu avoir accès à 50 années de formation médicale de pointe pour les femmes de plus. Alors, il y a quelque chose de fragile dans les changements qui se mettent en place. Mais est-ce qu'elles étaient admises dans d'autres programmes? programmes? Oui, mais de manière encore là très inégale.
Donc, à partir de 1880, là, elles peuvent accéder, mais c'est souvent du cas par cas. Ce n'est pas une invitation à bras ouvert. Ça va venir plus tard, là, dans les années 40 à peu près, là, les invitations pour que les femmes participent à la vie universitaire. Donc, là, ça nous amènerait à ton prochain bloc, justement, qui... Oui, on peut changer. Donc, c'est ça, là, tu me parles donc, de l'essentialisation. Là, on est un petit peu plus période... là, on se retourne davantage vers le Québec, là, pour on situe tout le monde. Au Québec, période un peu plus grande noirceur, autour de la Seconde Guerre mondiale également. C'est quoi la différence là, entre la première période que tu nous as présentée où c'était impossible, ou en tout cas très très exceptionnel d'accéder à l'université en tant que femme versus donc, cette deuxième période? Oui, mais là, on est dans une phase intermédiaire, donc on va voir que les femmes ont vraiment accès à l'université en tant qu'étudiantes, mais vraiment moins comme pour les professeurs. En fait, là, les trajectoires sont limitées très tôt. Donc, j'aimerais parler de la grande noirceur avec nuance. Hein. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que de plus en plus, les chercheurs, les historiens, historiennes voient beaucoup de gris là, dans la grande noirceur. C'était pas si noir que ça. Il y a beaucoup aussi de mise en marche du progrès. Donc, c'est ce que je veux vous faire voir par le contraste. Donc, on va aller trouver notre gris par deux opposés entre, d'une part, donc, les représentations vraiment populaires là, dans les petits romans d'amour à 10 scènes, puis c'est comme ça qu'il faut le dire, puis dans la publicité. Donc, comment finalement être étudiante universitaire, c'est devenu un peu banal, puis en même temps, la réalité, est-ce que les femmes avaient vraiment accès en chiffres à l'éducation? Puis, on va voir une trajectoire exceptionnelle d'une professeure d'université, une des premières. Puis, essentialisation, je fais référence, dans le fond, à l'idée que de l'essence féminine, on l'a vu avec les étrennes au 19e siècle, ça demeure vraiment. Donc là, même si les femmes ont accès à l'université, leur rôle est très, très, très féminin. Donc peut-être pour commencer, peut-être que tu pourrais nous parler comment la culture populaire, la culture de masse se intègre dans ces représentations de la place des femmes qui est de plus en plus là dans l'université. Oui. Bien, Rose, je vais te demander s'il te plaît de faire circuler la publicité. Donc, tu peux la passer par là, puis on va la faire circuler. Là. Je voulais vous faire voir une publicité de Colgate de l'autre côté, oui, c'est ça. Donc, c'est une publicité de dentifrice où il y a une étudiante universitaire qui est représentée 1938. Donc, on est dans un journal grand public le samedi qui tire à 50 000 exemplaires. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment, mais j'aimerais que vous m'aidiez à l'interpréter tantôt. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette annonce-là? Sinon, en attendant, je vous tourne vers les petits romans d'amour à 17, dont sont experts et expertes respectivement Jean-Philippe Warren et Marie-Pierre Luneau, avec qui j'ai travaillé. Bien, dans ces petits romans d'amour-là, ce sont des fascicules, là, donc des petites histoires d'amour qui durent 32 pages. Okay? Ça se passe très, très vite, les histoires. Là, en 32 pages, il faut qu'une jeune fille grandisse, ait aux études, rencontre quelqu'un, ensuite se chicane avec la personne ou vive un malentendu, puis soit réunis à la fin. Ça se termine sur le mariage, on ne voit jamais ce qui se passe après le mariage. Donc en 32 pages, il se passe bien des choses. Puis moi, j'ai été très étonnée pendant mes années à me pencher sur ces objets-là, de voir que l'université était représentée. Parce qu'en fait, ces petits romans-là, vendus 10 cents, le prix d'un tube de dentifrice à l'époque, bien, c'était vraiment pas fait pour l'élite. Donc, on peut penser que c'était plutôt les ménagères et les ouvrières qui lisaient ça. Donc, pourquoi parler d'université à ce moment-là? C'est la question que je me suis posée. Et puis, j'ai produit un article là-dessus, mais pour faire court, j'ai trouvé 4 fonctions de l'université dans ces petits romans-là. Ils n'en parlent pas beaucoup de l'éducation supérieure en termes de lignes, de textes, là, on en parle en quelques lignes à peine, mais c'est toujours des études exceptionnelles dans ces romans-là. Les étudiantes ont toujours les premières de leur classe, elles vont au couvent, elles graduent avec les plus grands honneurs, etc. Donc moi, je trouvais ça curieux que dans un livre qui vise le mariage, on insiste sur les études supérieures. Je trouvais ça un peu paradoxal. C'est ça. Il y a 4 fonctions. D'abord, les héroïnes doivent prouver qu'elles sont capables de subvenir aux besoins du ménage, advenant un revers de fortune. Par exemple, si le mari devait tomber malade, un accident à la mine par exemple, il faudrait que la femme puisse prendre en charge la survie
économique de la famille. Donc, si elle a des études, ça fait d'elle une meilleure épouse, d'une part. D'autre part, l'éducation était vraiment assujettie, mais la formation scolaire était vraiment assujettie à la formation sociale jusque dans les années 1960 à peu près. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était les religieuses essentiellement qui formaient, qui faisaient l'éducation pour les jeunes filles. Donc, il y avait une espèce d'équation entre école égale morale. Donc, si on se dit, oh, elle est allée au couvent, elle a gradué avec les plus grands honneurs, OK, ça veut dire qu'elle est pieuse, ça veut dire que c'est une bonne fille. OK, deuxième fonction. Troisième fonction, bien, ça donnait aussi un surcroît de féminité, surtout quand c'était des études inutiles qui étaient représentées. Là, je dis inutiles, OK, je ne veux pas me faire citer hors contexte. Je parle du contexte de mes romans. Par exemple, à un moment donné, il y a Marguerite Fiore, qui est une Italienne. Elle a fait des études, elle, en piano. Donc, des études avancées en piano. Puis ça, c'était typique là, de montrer l'espèce de culture, donc un espèce de luxe inutile que pouvaient se permettre seulement que les bonnes jeunes filles de bonne famille. Alors ça aussi, ça permet de cocher une case. Puis d'ailleurs, Marguerite Fiore, quand son mari meurt, je crois, ou son père meurt ruiné, finalement, elle se dit « Oh, mes études de piano! » Puis là, elle n'était préparée à aucun métier, elle n'avait jamais pensé travailler dans sa vie, mais tout à coup, elle va devenir enseignante de piano, puis elle va sauver la famille. OK? Puis la dernière chose, la dernière raison, oui, ça permet en fait la rencontre de mari. Tout simplement parce que l'école, l'université était mixte, donc ça permettait de faire des rencontres hors du giron familial, puis c'était un vrai fantasme d'époque. Je ne sais pas si vous connaissez La femme mystifiée de Betty Friedan. Donc ça, c'est un best-seller de 1963 de féminine mystique, dans lequel Betty Friedan ose dire tout haut ce que les femmes ont pensé tout bas pendant longtemps. Dans le fond, c'est une espèce de critique du mythe de la reine du foyer qui est comblée. Alors, Betty Friedan écrit qu'à la fin de la journée, quand la mère au foyer a nourri ses enfants, leur a donné du beurre de pinot, les a couvés, les a bordés, elle s'étend dans son lit avec angoisse et se dit « Is that all there is for me? Est-ce que c'est tout ce à quoi je peux m'attendre? » Alors, c'est une critique finalement de l'espèce d'idéal de la reine au foyer. Bien, dans ces fascicules-là, qui servaient à divertir les jeunes filles, clairement, il y a une espèce de fantasme de liberté. Donc, les études servent à exciter un peu l'imagination, d'autant plus que il y a un fascicule qui dit là, que la jeune fille avait commencé à parler d'université et de carrière, ce qui était le signe certain de l'adolescence chez les jeunes filles d'Outremont. Ça, j'ai trouvé ça très curieux. Je suis allée vérifier les chiffres. En fait, à cette époque-là, il y avait seulement 4% des Québécoises qui fréquentaient l'université. Donc, dans les gens qui étaient en âge d'aller à l'université, 4%. Et de ce nombre-là, quel pourcentage des filles? 14%. Donc, 14% d'un 4%. Et là, c'était le signe certain, bien sûr, de l'adolescence, de penser aller à l'université. Donc, c'est vraiment un fantasme d'époque. Je pense que ça résonne un peu avec la publicité aussi qu'on a tous les yeux. Mais le clergé, dans tout ça, on sait comment c'était fort à cette époque-là. Est-ce qu'il ne condamnait pas ce genre de revue-là qui faisait la promotion d'idées aussi? Oui, ben oui. Oui, ça c'est intéressant. D'ailleurs, la religion est très très peu présente dans ces fascicules-là, d'où leur popularité. Hein? Puis, il y a eu, là j'entrerai pas là-dedans, mais il y a Marie-Pierre Luneau, Jean-Philippe Poirel ont travaillé là-dessus. Il y a le site amouradissou.com si jamais vous voulez plus de détails. Mais dans le fond, le clergé a même lancé sa propre série de romans semblables à ça. Ça n'a pas levé du tout. Ça a été lancé, puis c'était pas populaire. Là, il n'y avait peut-être pas assez de prise de liberté, justement, là-dedans. Mais, donc, c'est un fantasme d'époque. C'est pour ça que c'est intéressant à capter par les représentations les plus pop de la période. Mais en même temps, dans les faits, là, il y a très, très peu de femmes qui accèdent à l'université. Les femmes, par contre, peuvent aller à l'université, surtout dans les années 40, 50. Là, on commence même à avoir des publicités. Puis des mentions, les femmes aussi sont admises dans les brochures universitaires, par exemple.
en 1954 à l'ouverture de la 3e université francophone, l'Université de Sherbrooke. Mais là, on peut voir que les femmes sont aussi admises, il faut le préciser. Mais c'est ça. Donc, il y a une généralisation de la figure, clairement, sinon ça ne se retrouverait pas dans les petits romans bas de gamme. Puis, d'un autre côté, ben, l'avancement est vraiment limité. C'est pour ça que je voulais parler de Jeanne Lapointe. Ça fait un fantasme ça devient comme quelque chose qui est possible. Ça relève du rêve, peut-être un peu pour la classe ouvrière, la classe ouvrière. Peut-être que... Et une prémonition. Oui, c'est ça. Comment en tant que femme, peut-être que je pourrais espérer mener là. Puis là, tu as fait circuler ta publicité Colgate, peut-être un peu essayer d'aborder ça ou non? C'est pas tout de suite? Oui, on peut en parler maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette publicité-là? On rit, on risonne. On rit vert. On rit fâché. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de tout lire, là, en gros, on voit une jeune fille qui dit « Oh, moi, je pensais que j'aimerais l'université. » Je pense qu'on peut même avancer la diapo. Oui, on le voit un peu ici. Donc, Ruth, qui est en haut, elle est bien déçue. Elle pensait qu'elle allait aimer l'université en 1938. Et puis, après, son amie lui dit « Oui, il va falloir que tu ailles avertir la directrice. » Elle s'en va chez la directrice. La directrice dit « Oh, attends, avant de quitter l'université, va chez le dentiste. » Et là, le dentiste lui dit « C'est parce que tu as une mauvaise haleine. Brosse-toi les dents avec du Colgate. » Et puis, finalement, dans un post-mortem avec sa copine, elle dit « Ah oui, finalement, Jean m'a même invité à la danse à l'université. » Puis là, son ami lui dit une réplique que j'adore. « Ah, je suis contente que tu aies décidé de ne pas quitter l'université. » Donc, grâce au dentifrice, elle a une belle expérience universitaire. Ça, c'est un beau court-circuit là, pour parler de représentation et de conditionnement. Mais donc, justement, qu'est-ce que vous y voyez? Quoi ça? Mais tu n'aurais pas vu une publicité comme ça avec une femme mariée. Ou un homme. Un homme qui va à l'université. Non, parce que là, tu es tout dans la séduction. Donc, ton haleine fait partie de ta séduction. Puis... Oui, puis l'université égale séduction. C'est un lieu de socialisation. Oui, mais 100%. Puis, tu sais, si elle était au couvent ou dans les écoles ménagères ou dans les écoles qu'on voyait plus au Québec à l'époque, ménagères, les écoles de l'économie domestique. Oui, mais pour les enseignantes. Là, oui, les écoles normales. Oui, ça. Oui. Ça n'aurait pas passé parce qu'il était en fille. Mais oui, mais merci aussi de le signaler, c'est vrai, parce que peut-être aussi qu'il y avait quelque chose de plus libertaire du côté des universités à l'époque, aussi plus de possibilités. Oui, mais c'est ça. Donc, ces publicités-là, Colgate, j'ai vérifié, en faisait à toutes les sources. C'était la période Colgate qui faisait des BD dans les journaux. Puis, c'était souvent des séductions qui tournaient mal à cause de la mauvaise haleine, mais je vous garantis qu'il n'y a pas un gars à l'université qui vivait ça. Donc, c'est dans d'autres contextes. Alors, l'équation qu'on doit avoir, c'est que vraiment, Denis Saint-Jacques, qui s'est penché sur les corpus populaires il y a une trentaine d'années, a une expression formidable. La véritable carrière, c'est l'amour. Ouais. Donc, pour les hommes, devait se faire une situation, puis les femmes devaient se trouver un mari, finalement. Mais est-ce que des espèces de photos-romans comme ça, là, c'était-tu publié déjà à cette époque-là? Oui, bien, ça commence un peu, là. C'est clair qu'en Italie, en France, etc. Okay. Ça va venir surtout dans les années 40 et 50. Oui. Mais en effet, là, on est à la période où la photographie est possible à l'imprimer à faible coût. Okay. Donc ça fait vraiment vendre les journaux. Le samedi, justement, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a un tirage formidable de 50 000 exemplaires parce qu'il y a une offre variée, intéressante visuellement. Donc, on est presque dans le magazine. Ça peut sembler super drame là, comme papier, mais pour l'époque, c'était formidable. Mm-hmm. Oui. Puis, là, peut-être le temps file. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être si tu voulais tout de suite aborder la figure de Jeanne Lapointe, qui est super importante. Je pense qu'elle présente bien le cas. Oui, c'est ça. Qui est un cas intéressant pour les Oui, on change encore. Merci beaucoup. On va encore changer. Puis encore. OK, oui, ici. Donc, on est à Jeanne Lapointe, pardon pour le défilé rapide. Là. Mais, donc, il y a eu déjà une professeure d'université au Québec francophone en 1937, Agathe Lacourcière-Lassette.
Pas un nom que vous connaissez très très bien probablement. Souvent, les femmes qui ont fait l'histoire à l'université au Québec sont encore discrètes, là. D'où mon intérêt. Mais donc la seconde femme embauchée, tout en bas, c'est Jeanne Lapointe, qui devient, vous la voyez au centre de la photo sur le livre qui parle d'elle. Donc Jeanne Lapointe va devenir professeure de lettres à l'Université Laval en 1950. Et ça, c'est quand même assez formidable. Parce que, excusez-moi Chantal, je vais faire reculer un peu juste au tuyau. Oui, là, ok, merci. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore du tuyau percé. Non? Ok, ben ça, en fait, je l'ai pris du CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique. C'est très récent, là, comme statistique, ça n'a rien à voir avec les années 50, mais je voulais vous montrer la persistance dans le temps. C'était pareil à l'époque, dans le fond, plus les femmes avancent dans leur trajectoire universitaire, moins il y en a. Donc, c'est comme si le tuyau fuit. Puis, c'est vrai pour différents groupes sociaux, diverses minorités. Donc, si vous pensez à des gens qui sont minorisés d'une manière ou d'une autre, plus ils avancent dans une trajectoire, plus ça coule, ça goûte. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Puis là, ben, si, avec les représentations Colgate de la femme à l'université, dans les petits romans d'amour à dizaines, on était comme en haut du tuyau. Pour être prof d'université, on est vraiment loin dans le tuyau. Donc, Jeanne Lapointe, en 1950, c'est un exploit. C'est un exploit qu'elle se rende professeure d'université. Puis je me demandais justement, c'était quoi sa stratégie, elle. Elle a fait plutôt l'exact opposé de ce qu'on a vu. Donc, pas de séduction du tout. Elle a plutôt joué les attentes sociales de sexe. Dans le fond, elle s'est conformée un peu. Elle a fait le caméléon un peu, comme si c'était une trajectoire masculine traditionnelle. Donc, elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est pas mariée, elle a dédié sa vie à la vie intellectuelle, puis elle a eu beaucoup d'audace. C'est une femme qui est décédée il n'y a pas si longtemps, qui a eu toutes sortes de témoignages formidables sur elle, de Marie-Claire Blais, de Guy Rocher, etc. Donc, c'était une femme, elle, qui n'admettait pas la complaisance parce qu'elle était brillante et très rigoureuse. Donc, elle, c'était sa signature à l'université, elle était réputée comme étant très exigeante. Ses idées étaient anticléricales, très modernes. Donc, ça, c'est quand même étonnant. Hein? Elle a pu se permettre l'audace parce qu'elle était exceptionnelle et très, très rigoureuse. Les standards n'étaient probablement pas aussi élevés pour des hommes, par exemple, dans la même profession. Donc, ça, j'ai trouvé ça formidable. D'autant plus que dans la culture pop, sa stratégie pourrait être comparée à la figure de la Cerveline. Puis là, la Cerveline, c'est un drôle de mot, vous avez probablement jamais entendu, mais c'est un stéréotype vraiment négatif là, des femmes universitaires, des femmes savantes. Donc, le mot Cerveline circulait en France, notamment au 19e siècle. Dans les romans, d'habitude, la Cerveline, c'est comme le anti-héros. C'est la personne qui empêche le héros masculin de progresser. C'est comme une traîtresse à son sexe, la Cerveline, parce qu'elle est d'une part froide, donc elle ne peut pas combler les attentes, les besoins émotifs des hommes. Puis d'autre part, puisqu'elle choisit la vie intellectuelle, ben, elle sacrifie la famille. Donc c'est une espèce de traîtresse à la nation. Donc la Cerveline, qui était souvent le vilain, la vilaine dans la culture pop, bien, c'est un peu ce qui se passait réellement quand on voulait devenir prof d'université. En tout cas, c'est ce que nous montre la trajectoire de Jeanne Lapointe, qui, elle, a été une Cerveline, mais dans le sens le plus positif qu'on peut lui donner, on l'entend. Puis, j'imagine aussi là, que c'était pas exempt de sexisme, de machisme, là, ça, les trajectoires des femmes comme ça à l'université à cette époque-là. Oui, bien, c'est pour ça aussi, je pense que le tuyau est percé beaucoup par le machisme. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs freins qui ne sont pas si visibles que ça. Il y a peut-être des trajectoires qui auraient pu advenir, puis que finalement, ça a trop coulé. C'était peut-être trop difficile de se tailler une place. Justement, Jeanne Lapointe, elle avait vraiment conscience d'être sur la ligne très mince entre se projeter dans l'espace public, annoncer ses idées. Par exemple, en 1955, elle publie dans Cité Libre un article assez important, frondeur, audacieux. C'est la première universitaire à le faire. Donc, même ses collègues masculins à l'université n'avaient pas osé aller dans la revue de débat, Cité Libre. Elle est saluée pour son audace. Mais en même temps, 2 ans plus tôt, elle écrit à Félix-Antoine Savard, un romancier réputé, qu'elle a l'impression qu'elle prend trop de place dans l'espace public. Donc, c'est vraiment très, très touché, pour le dire en bon français. Oui, puis à la même époque, ben,
au quartier latin, donc la revue de l'Université de Montréal. Micheline Campron, Daniel Poitras, qui sont historiens de l'Université de Montréal, entre autres, ils ont révélé qu'il y avait un concours Miss Quartier Latin. Donc, entre 1950 et 63, l'époque où Jeanne Lapointe entre à l'Université Laval, ça y a une place très sérieuse, il y avait un concours Miss Quartier Latin où là, on voulait élire les étudiantes sur leur beauté parce que les étudiantes étaient comme des enjoliveuses de corridor. C'était l'expression qui était utilisée, puis des produits domestiques de l'université. Donc, les garçons qui se trouvaient drôles du quartier latin passaient les filles en entrevue. Oui, pourquoi croyez-vous que vous pourriez être Miss Quartier Latin? Puis on leur posait toutes sortes de cols grivoises pour les mettre très mal à l'aise, puis on s'en amusait. Super machiste, donc, trajectoire possible, exceptionnelle, pas facile, le tuyau court. Je peux-tu te demander une question par rapport à Mme Lapointe? Je t'écoute, là, puis j'arrête pas de faire des références puis des liens avec les femmes qui ont réussi à progresser, à atteindre des hauts niveaux dans le domaine minier. Mais ces femmes-là, jusqu'à tout récemment, on disait « she's one of the boys ». Ouais. You know, she had to become one of the boys pour y arriver. Est-ce que tu dirais que c'est un peu la même opinion que tu aurais de cette dame-là? Bien, c'est vraiment une question intéressante parce que je me la suis posée aussi. Puis j'ai hâte d'en apprendre plus justement sur les femmes de mine. J'ai du rattrapage à faire. Mais oui, justement, d'une part, elle a joué la game masculine, Ouais, hein? mais pas tant que ça. OK. Pas tant que ça, Jeanne Lapointe, parce qu'elle était, d'une part, ses idées, c'était, par exemple, une des idées les plus connues, la morale de l'intelligence. Donc, c'était une humaniste. Elle est qualifiée par Guy Rocher un peu de radicale de gauche. Donc, pas nécessairement, tu sais, si on pense à une femme one of the boys à l'époque, on aurait peut-être plus pensé une radicale de droite ou une conservatrice. Elle était anticléricale. Donc, c'est un drôle d'oiseau, Jeanne Lapointe. Puis, on la voit sur la photo aussi, elle porte une robe. Donc, elle a publié, par exemple, son article dans Le Devoir, là, depuis des années 50, c'est pour une morale de l'intelligence. Mais là, elle parodie, elle reprend, elle pastiche un titre de Simone de Beauvoir, qui, elle, était one of the boys, pour une morale de l'ambiguïté. Donc, elle se place dans la lignée de femmes masculines caméléons, mais pas tant que ça. C'est fascinant. Puis, je veux saluer le travail de Claudia Rabi, qui est doctorante à l'Université Laval. Et là, elle produit la première biographie intellectuelle de Jeanne Lapointe, travaille à une thèse qui va être remarquable. Donc, dans les prochains mois, années, là, on ira lire ça pour s'instruire mieux sur Jeanne Lapointe. Oui. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression en fait que c'est surtout la question de la maternité, de faire le choix de la carrière plutôt que la maternité, sans nécessairement mettre de côté ses valeurs, puis ses idées, puis ses choix professionnels. C'est de dire, rendu là, je vais m'y investir à fond, puis je vais mettre de côté la maternité. Je trouve que c'est plus ça, en fait, qui est le point commun à toutes ces femmes-là dans la majorité, mais qui n'est pas nécessairement one of the boys pour cette femme. Oui, mais brillant. Ouais. Oui, merci de nous ramener à ça en plus, parce que, justement, les choses vont changer grâce un peu aux congés parentaux, aux bourses pour les études à temps partiel. Donc, la conciliation famille-études va rendre possible les choses, mais les possibilités émergent vraiment plus au début des années 2000. Là. Moi, si je pense à ma mentor, Marie-Pierre Minot, elle est pas mal la première génération de professeurs qui avaient aussi des enfants, pour des raisons encore actuelles. Donc, je pourrais vous parler. La question nous amène un peu logiquement vers notre dernière phase, là, qui était pas contemporaine, mais en tout cas plus récente, une plus révolution tranquille, encore une fois au Québec. Là, tu l'avais nommé inclusion avec un point d'interrogation. Peut-être que tu pourrais nous. Ce point d'interrogation-là m'apparaît suspect. Là. Oui. Tu pourrais nous expliquer. Ah oui, merci, perspicace ami, collègue. Donc, le point d'interrogation, dans le fond, c'est que concrètement, il n'y a plus de frein à partir de la Révolution tranquille pour que les femmes accèdent à l'université. Elles sont les bienvenues dans le discours officiel. Point d'interrogation parce qu'officieusement, le machisme perdure et les femmes représentent encore, pour utiliser une expression de Micheline Campron, l'envers du décor de la Révolution tranquille. Donc, elles font partie des initiatives, des réformes en enseignement, tout ça. Elles profitent des changements de la Révolution tranquille, par exemple, la création des cégeps, la création du réseau de l'Université du Québec,
Il y a ensuite les différentes antennes qui ouvrent en région. Donc, elles accèdent à tout ça, mais elles doivent être encore low profile. Elles ne sont pas au cœur des revendications. Par exemple, en 1968, là, il y a des grosses mobilisations étudiantes de mai 68. Nous, ça se passe plutôt à l'automne par rapport à l'Europe, mais donc les femmes ne sont pas encore au cœur de ces activités-là. Elles sont plutôt, selon Micheline Cambron et Daniel Poitras, dans une espèce de militantisme de survie sociale. Donc, elles s'adaptent à un milieu encore machiste, puis ensuite, il va y avoir la révolution sexuelle. On peut penser que ça rend les possibilités encore plus grandes pour les femmes, mais là, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir encore il va se développer un plus grand problème pour la sécurité de l'intégrité des femmes. La culture du viol va se mettre en place à peu près à ce moment-là. Je voulais juste signaler aussi, parlant de Révolution tranquille, vous connaissez peut-être le rapport Parent, qui est comme dans les années 60, là, le gros rapport qui va conduire aux réformes les plus majeures en éducation. Jeanne Lapointe a été une commissaire. Oui, il y avait 2 femmes là-dedans. Puis Guy Rocher va dire de Jeanne Lapointe justement que c'était elle la voix radicale de gauche qui amenait les idées fortes. Puis, dans les années 80, par la suite, c'est là qu'on voit les différents facteurs aussi plus concrets pour faciliter l'accès. Oui, dans le fond, il y a, dans la foulée du rapport Parent, il y a la création du ministère de l'Éducation. Donc, à partir de 1966, on va commencer à parler de prêts et bourses. Je vais vous parler de prêts et bourses puis d'universités en région. Là. On va finir là-dessus. Donc, les prêts et bourses, on commence à en parler en 1966. Et dès la première réforme en 1974, le ministère va statuer très fortement volonté politique. Il n'y aura plus d'empêchement des études sur la base d'un frein économique. Donc, toute personne qui veut étudier va pouvoir y accéder. On va fournir, dans le fond, et on va compenser les besoins financiers. Sauf que les femmes pâtissent un peu là-dedans parce que ça vaut seulement pour les études à temps plein. Sauf que les femmes sont historiquement plus enclines à faire des études à temps partiel, surtout à l'époque, parce qu'elles avaient toutes sortes de charges là, familiales, que ce soit de soutenir le ménage, d'aider, de soigner les parents si les parents étaient vieillissants, les petits frères, petites sœurs, ou encore leurs propres enfants. Donc, les femmes, en plus, elles étaient moins solides financièrement, c'était moins bien vu aussi, il n'y avait pas nécessairement le soutien pour aller étudier comme si on était un gars, ben oui, vas-y, let's go, va étudier, on te donne des sous, c'était pas nécessairement comme ça. Donc, les femmes ont été un peu empêchées. En 1988, il y a le Conseil du statut de la femme qui va dire justement, donner son avis au prêt de bourse pour dire, donc en 88, ça nous prend des prêts pour le temps partiel. Il faut éviter de demander la contribution du conjoint. Je ne sais pas s'il y a des étudiantes qui connaissent un peu le processus des prêts et bourses, mais il faut éviter de demander ça parce que ça place les femmes dans une situation de dépendance au mari ou au conjoint. Puis là, essaie de négocier avec ton mari. Oui, je vais aller faire des études, s'il te plaît, contribue. Il faut éviter ça. Donc ça, c'est en 88, mais finalement, ça va être adopté seulement qu'en 2002, à peu près, par les prêts et bourses, les possibilités à temps partiel. C'est fascinant parce que pour les universités en région, là, j'accélère un peu, mais l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle existe sous une autre forme depuis 1970. Je ne sais pas si vous le savez, hein, oui. Je vous parle de ce que vous connaissez, mais sous l'UQTR d'abord, puis ensuite toutes sortes d'entités en lien avec l'émission pour le Nord-Ouest, jusqu'en 1983, date de fondation officielle de l'UQAT. Et dès le départ, l'UQAT, elle rejoint majoritairement une clientèle d'étudiantes et étudiants à temps partiel. Pourquoi? Bien, d'une part, parce que c'est surtout de la professionnalisation. Au début, c'était majoritairement l'enseignement qu'on poussait, là, parce qu'il y avait un besoin criant de former des maîtres. Parce qu'on s'est rendu compte pendant la Révolution tranquille qu'il y avait comme 90% des enseignants au primaire qui n'étaient pas qualifiés. Il fallait faire du rattrapage. Donc, pour l'éducation, bien, on devait absolument former les gens, donc on était prêt à se déplacer loin. Dès 1979, par exemple, on allait former les professeurs algonquins au Lac-Simon. Donc l'université, là, elle se déplaçait pour aller former. Il y avait aussi 10 ou 11 municipalités dans lesquelles on offrait l'enseignement universitaire, donc pour combler les besoins, pour combler la distance aussi entre les gens. Donc dès le départ, l'UQAT, qui est une des branches du réseau de l'Université du Québec qui se veut déjà régional, accessible, ancré dans le territoire, l'UQAT est
particulièrement délocalisés, fragmentés pour rejoindre les gens, même qu'il y avait une bibliothèque mobile dans ces années-là, donc une roulotte qui se promenait pour aller offrir les livres partout. Puis quand on entrait dans son premier cours universitaire, on pouvait s'y inscrire on the spot, comme on dit, parce qu'il y avait un représentant du registraire qui venait. Donc on faisait beaucoup de pieds et de mains pour rejoindre les gens loin, ce qui facilitait l'éducation des filles parce qu'elles sont moins mobiles géographiquement, pour les raisons qu'on a déjà nommées. Puis en même temps, le temps partiel, ça c'est important. J'ai d'ailleurs les statistiques, Chantal, si ça ne te dérange pas d'avancer, on va arriver à un tableau blanc bientôt. Donc, ici, on avait les fascicules, c'est pas crucial. Ici, donc ça, je vous parlais des différentes entités, là. Ici, les acronymes, donc vous voyez au fil du temps les transformations de l'UQAT, ces métamorphoses, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est les étudiants à temps partiel. Donc, si on regarde en proportion, il y a toujours nettement plus d'étudiants à temps partiel qu'à temps plein dans la région ici. Puis, j'ai regardé les chiffres, là, selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, actuellement, il y a 74,9% de femmes à l'UQAT. Donc, majoritairement, là, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que le temps partiel et l'offre en région, ça profite beaucoup aux femmes. Là, notre heure est pas mal écoulée, mais j'aimerais ça quand même te permettre de conclure en nous disant peut-être un peu aujourd'hui l'imaginaire collectif, là, l'imaginaire social, où est-ce qu'il en est selon toi? OK. Bien, je vais juste clore là-dessus. Une des innovations formidables là, à l'UQAT que j'ai vu aussi pour continuer sur l'espèce de croisement des dominations, mais aussi des possibilités. Là. Vous savez sans doute aussi que la collaboration avec les premiers peuples ici est très forte. Et depuis longtemps, l'université a un maillage, une communication serrée avec les communautés autochtones pour développer des services. Dès 1979, il y a des discussions. L'UQAT a été pionnière sur plusieurs plans, par exemple avec le pavillon des Premières Nations, des premiers peuples, merci beaucoup, en 2009. Donc, vous êtes quand même un bon 5 à 10 ans d'avance sur d'autres universités. Puis, aujourd'hui, on en arrive à, si on change encore de diaporama, les chaires de recherche, là, oui, celle-là, juste avant, merci. Celle-là, oui. Donc, la chaire de recherche et puis le laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Donc, le croisement des inégalités, ancrage dans la région. Donc, il y a des spécificités pour les Autochtones, des spécificités pour les femmes. Et c'est pas un hasard, selon moi, si l'innovation, la pointe des savoirs, ça se déroule ici, là, actuellement. J'ai croisé Cindy Webb l'an dernier au Salon du Livre à Montréal et j'ai été soufflée par la pertinence de ses travaux sur les femmes dans l'université, dans le milieu carcéral, puis les représentations aussi qui conditionnent donc justement leurs conditions. Se rejoignait un peu là-dessus. Mais voilà, donc formidable. Puis juste actuellement, il y a encore vraiment très peu de femmes professeurs à l'université. Ça augmente, là, mais surtout en sciences. C'est là qu'on a comme encore des lacunes. Hein. Depuis 1986, là, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait pousser les femmes à aller en sciences, mais il y a encore que 18% de professeurs de sciences au Canada qui sont des femmes. Puis, c'est comme 2% dans certains domaines là, plus particuliers des sciences et technologies. Là. Donc, on a du chemin à parcourir. Par contre, je voulais terminer sur une bonne nouvelle. L'imaginaire social, lui, est rendu ailleurs. En témoignent les nouveaux best-sellers. Ici, je ne sais pas si vous avez croisé, mais... Au lieu d'être Love Actually. Oui, Love Theoretically, en fait. Puis il y a aussi L'amour en pratique. Donc, L'amour en théorie d'Ali Hazelwood. Ça, c'est un best-seller nord-américain, européen, québécois. Là, je lis dans la traduction francophone, joli petit livre. C'est une histoire populaire dans laquelle le protagoniste est professeur de physique théorique. Puis son rival, ça va être le prof de physique pratique. Ils vont devenir amants. Puis en plus, au début, la professeure, elle offre ses services comme pour soutenir les hommes, pas d'escorte, pas à ce point-là, mais quand même un peu là, des services pour jouer la fausse petite amie. Donc, on voit que là, on est rendu beaucoup plus loin dans les représentations. C'est pas la cerveline l'empêcheuse de carrière. Au contraire, les histoires d'amour mettent en scène des profs de physique théorique. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce que les choses bougent prochainement. Merci beaucoup. Merci, Carole.
Si vous avez des questions, ou des témoignages. Là, on a dépassé l'heure, mais si vous avez des questions, commentaires, témoignages, peu importe, on vous laisse la parole. J'en ai une si vous n'avez pas. Moi, j'essaie de comprendre, c'est quoi ton fil conducteur féministe? Parce que là, je comprends que tu es de l'Université de Sherbrooke. Je ne sais pas si vous avez études féministes à part. Oui. Mais là, donc, je comprends que, donc, est-ce que vous avez comme, c'est-tu intercalé avec littérature? Oui, ben, c'est une excellente question. Oui, en études, dans le fond, les études littéraires là, se sont rapprochées depuis une vingtaine d'années des études culturelles. Donc là-dedans, le féminisme est vraiment important et présent. Dans les études culturelles, en fait, on s'intéresse aux rapports de pouvoir, puis dont les rapports sociaux de sexe. Donc en études culturelles, c'est assez fort. Et puis, bien, à l'Université de Sherbrooke, ils ont créé il n'y a pas si longtemps un micro-programme en études féministes et des genres. Puis, j'offrais un cours là, qui s'inscrivait là-dedans. Mais donc, je pense que pour être féministe, il n'y a pas nécessairement besoin d'une formation à l'école. On peut être... ben moi, j'en ai eu une. Là. J'ai profité à l'Université de Sherbrooke de cours justement en littérature offerts par Isabelle Boisclair, là, qui est une grande chercheuse féministe, là, réputée. Mais cela dit, je pense qu'on peut avoir des convictions féministes en dehors de ça. Puis je fais aussi partie du réseau québécois en études féministes. Donc, c'est un réseau de recherche là, qui développe les savoirs là-dessus. Donc, OK, mais attends, j'essaie juste de me situer là. Ça fait-tu partie de recherche culturelle? Oui. Ouais. Donc, recherche culturelle est maintenant englobe maintenant recherche féministe? Oui, pas toujours, mais c'est ça, ça dépend des sujets. Tu sais, quand on étudie en littérature, on peut s'intéresser à Proust ou on peut s'intéresser aux représentations féministes. La littérature englobe tout ça. Puis comme en littérature aussi, on peut s'intéresser plus à l'histoire, comme moi, ou on peut être dans la sociologie, ou on peut être en édition. Donc oui, c'est vraiment une bonne question. C'est comme une spécialisation. C'est ça. Donc, vous avez vos spécialistes à l'interne dans votre département. Oui. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des experts féministes en études. Mais on études peut féministes, l'avoir. c'est un département en soi? Ben là, c'est un micro-programme chez nous. Il y a certaines universités où c'est vraiment c'est à part, là. Okay. Mais la plupart du temps, comme j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, mais aussi à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et là-bas, c'est vraiment tressé ensemble. Donc, dans les études littéraires, il y a beaucoup de féminisme. Ouais. En fait, les études littéraires aussi, là, si on regarde dans l'échiquier des domaines universitaires, Jean-Philippe Warren s'était penché sur la question. Les études littéraires sont situées plus à gauche du spectre des idées, et des idées, mais du spectre politique. Donc, ça fait en sorte aussi là, que depuis au moins une trentaine d'années, là, il y a un fort rapprochement entre les études culturelles et les études littéraires. Il y a de plus en plus de spécialistes qui s'intéressent de manière large aux rapports de pouvoir dans la littérature, par exemple, féministe ou non, queer ou non, la racisation, toutes sortes de phénomènes dans la littérature. Donc, ton micro-programme, il est affilié à quelle... L'Université de Sherbrooke. Mais quelle faculté des arts? Ben, c'est interdisciplinaire. C'est pour ça que les études culturelles, à la base, c'est interdisciplinaire. Okay. Donc, la littérature, c'est une des disciplines qui fait l'étude culturelle, mais il y a aussi l'histoire. C'est quand même curieux, les études culturelles. Là. Très interdisciplinaire, donc très actuelles. Je pense que c'est ça la faculté. Oui. Puis d'ailleurs, vous êtes dans quel domaine? J'ai comme l'impression que vous êtes des universitaires. Collège forestier. Oh, wow! OK. Aussi? Oui, les deux ont Wow! Ouais, c'est fun. C'est vraiment une belle. Est-ce que vous venez de l'extérieur ou d'ici? Ben, moi, je viens de Lévis, en face de Québec. Ouais, OK. Fait que vraiment, vous êtes venu pour le devoir. Oui, parce que c'était le milieu de l'université était propice pour Ben, pour la discipline. La foresterie, oui. Oui, c'est ça. OK. Ben, tu sais, il y a le national ici. Oui. C'était moins évident. Ben, oui, je vois de quoi vous parler. C'est sûr que c'est parce que c'est tellement grave, Toi aussi, c'est le cas. Oui, ben, moi, je fais mon doctorat en études autochtones avec Suzy d'ailleurs. Donc, j'étais agente de ce labo-là, justement.
Puis moi, ben, en fait, j'habite à Limoilou, mais j'ai vécu 10 ans à Rouen. Puis là, je viens au moins une fois par mois, que ce soit pour enseigner ou pour du terrain. J'ai fait toute ma formation de technique bac maîtrise ici avant de déménager. 2 mois après, on m'appelait pour un premier cours. Oh ouais. Donc, vous faites partie de presque la première cohorte du DOC en études autochtones. Oui, dans le fond, je suis dans la première cohorte au doctorat en études autochtones. J'avais commencé avant avec le programme sur mesure. À l'UQAT, on a de moins en moins parce qu'il y a des programmes qui se font, mais longtemps avant, il y avait beaucoup des programmes sur mesure. Mais ce qui fait que justement, pour des femmes, moi, je trouvais que c'était bien parce que ça joue très bien dans nos horaires. Moi, j'ai pu travailler à temps plein toute ma maîtrise, puis faire ma maîtrise en 1 an et demi. C'est même pas du temps partiel, c'est comme l'inverse au final. Je l'ai fait en plus court, mais hyper condensé. Il y avait ça aussi comme formule. Là, avec un programme un peu plus. Qui est déterminé, surtout que j'avais déjà fait des cours de doc. Au final, tout est crédité, puis je fais mon terrain. J'ai pas de cours, là. Mais l'UQAT offre quand même cette flexibilité-là. Mais on voit quand même, justement, on passe de bac à maîtrise au doc quand même. Ça coule de plus en plus, moins. Mais c'est parce que c'est aussi l'âge où la plupart de mes collègues ont leurs premiers enfants. Fait que des fois aussi, c'est pas qu'elles arrêtent, mais c'est que le doctorat surtout va vraiment s'allonger. Donc, à 10 ans, j'en ai qui vont dépasser même le 10 ans qui arrive parce que t'es pas supposé dépasser 10 ans, mais dans certains cas, on va l'autoriser quand même, surtout quand c'est. Puis ça, c'est fascinant parce que c'est documenté. Il y a une étude là-dessus j'ai plus son prénom, mais Adamo, le nom de famille de la chercheuse, là, qui parle justement du momentum, dans le fond, surtout pour les carrières professorales. Elle a comparé, elle voulait nuancer l'idée selon laquelle les femmes n'accédaient pas très loin à l'université parce qu'il y avait la famille. Là, elle voulait nuancer cette idée-là. Donc, ce qu'elle a fait, elle a comparé les femmes qui étudiaient en médecine pour devenir médecin, puis les femmes qui étudiaient en biochimie à l'université pour devenir prof d'université. Mais devinez quoi, les femmes médecins, il y en a beaucoup. Elles vivent très bien, elles peuvent avoir plusieurs enfants. Pourquoi il y a beaucoup moins de profs en biochimie? Bien, elle a remarqué que c'est à cause du cycle de vie des femmes croisé avec le momentum des études, là, la compétitivité. En médecine, c'est plutôt au début de la vingtaine. Donc là, les étudiants des deux sexes sont à peu près égaux là, sur ce plan-là, même une genre de liberté. Mais pour devenir prof, la compétition survient au début de la trentaine, au moment où la plupart des femmes, donc ils vivent comme 2 fois un momentum pour se rendre là, puis c'est à ce moment-là que le tuyau coule fortement. Madame, êtes-vous professeure Pierre? Non, c'est à moi de t'envoyer l'invitation. Je me suis organisée avec les communications à l'interne là, pour que ce soit diffusé, puis que je suis contente de voir que ça a marché. Ça tombait bien, moi j'étais là, c'est dans la semaine que je suis dans le coin, ça tombait. Mais merci, oui, c'est ça, j'avais eu vent de ça. C'est ça. Merci beaucoup pour la discussion. Moi, j'ai travaillé avec Cindy Wild à la commission Bien. J'ai travaillé avec Suzy Badil de près aussi pendant 1 an à la commission Bien. J'étais son bras droit à la recherche. Puis, je travaille maintenant à l'université. Je suis au pôle en enseignement supérieur. Donc, là, on se spécialise dans le secteur minier. Mais moi, j'ai un bac et une maîtrise en histoire. Je me suis spécialisée en histoire des femmes, mais ma maîtrise, c'était Women's Studies. En plus, je comprends les hochements de tête assurés tout au long de la Mais c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir une espèce de fil conducteur dans ton côté, dans l'aspect culturel et féministe. Là, moi, c'était tout mêlé. J'avais besoin d'être. Mais merci. Puis merci d'avoir invité. On est content que vous ayez accepté l'invitation. Mais continuez aussi ce que vous faites. C'est vraiment inspirant de vos parcours chacune. Merci. Une autre question. Moi, je veux pas t'aider. C'est parce que j'ai trouvé intéressant que tu abordes plus pour le 3e axe là, pour l'inclusion, comment la libération sexuelle a amené une augmentation de la culture du viol. Est-ce qu'il y a un archétype qui est un peu l'inverse de les cervelites où là on voit cette femme-là, universitaire, libérée, qui serait disponible et qui accepterait tout, libertine, et compagnie? C'est un archétype que tu as pu voir? Oui, merci. Puis en plus, c'est bizarre parce que c'est un archétype qui est non partagé entre les hommes et les femmes, dans le sens qu'on dirait que les hommes s'imaginent que ça existe. Mais donc, ils projettent des fantasmes sur les femmes. Bon, moi, je le vois beaucoup dans les romans de campus. Là. Les romans les plus dangereux pour les femmes, les plus machos,
surviennent dans les années 80 à peu près, donc après la révolution sexuelle. Là, les étudiantes sont vraiment perçues comme des proies ou des trophées pour les professeurs libidineux. Vraiment. Pour les professeurs. Ben oui, toute cette idée que les profs vont collectionner des doctorants. Oui. Justement, oui. elle s'est rendue là parce qu'elle a couché avec le bon Oui. prof. Avec, Ça, là, ça devient légion. Puis c'est toléré comme représentation jusqu'au début des années 2000 à peu près. Là, même au cinéma, il y en a. Là, on prend jaser, mais il y a beaucoup de ces représentations-là qui, là, graduellement, vont s'en va vers il y a des législations, des lois internes d'université au début des années 2000 pour empêcher ça, là, parce qu'il y a vraiment la culture du viol, là, il y a toutes sortes de manifestations de ça, mais aussi il y a, dans les années 90 un backlash féministe important. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Là. Oui, bien, Polytechnique, justement, ça c'est un point d'honneur. J'ai pas eu le temps, mais de toute manière, je pense que c'est super bien informé, mais je vais juste dire par rapport à ça qu'il faut vraiment y voir un signe, en fait, qu'on n'est pas du tout dans la société égalitaire qu'on croit posséder à l'époque, là, parce que le backlash antiféministe part de l'idée selon laquelle les femmes ont eu trop d'avancées et donc on leur impute toutes les crises d'époque comme les séparations, l'injustice pour la garde des enfants pour les hommes, les suicides chez les hommes et les garçons. Donc ça, c'est le backlash féministe. Là. Mais donc en 1989, au moment de Polytechnique, il n'y a pas du tout d'égalité. Puis les chiffres le montrent très clairement aussi. Là, on est loin de ça. Donc ça, c'est un effet de discours. Mais ouais, donc j'ai comme perdu le fil un peu. Ouais, je parlais de l'archétype qui serait Oui, un peu l'opposé de l'Esserveline. Ben, c'est ça. Donc, non, de la cerveline. Oui. Mais en fait, on pourrait peut-être que c'était considéré comme Ben, c'est ça, là, on voit plein de représentations, par exemple des romans où est-ce que c'est des narrateurs masculins qui sont super confiants, puis ils sentent que les étudiantes les veulent, là, donc c'est de la fabulation, ouais. Puis à un moment donné, ça va cesser, ça devient inacceptable, mais ça se fait quand même sur le tard, là. Vous savez que c'est à peu près en 2014 qu'on sort du backlash avec l'obligation d'avoir des politiques oui, de prévention. 2020, si je me trompe pas. Ben oui, c'est ultra récent, puis avec ce qui se passe aux États-Unis, on retourne un peu beaucoup dans le passé, là, tu sais, je pense que c'est encore actuel. Ouais, merci pour l'intervention. C'est quand même fascinant. Puis ce qui s'est passé justement avec la révolution sexuelle, c'est qu'il y a eu aussi le pouvoir étudiant qui a vraiment monté vers 1968. Il n'y a jamais eu autant de jeunes dans la population. C'est le baby boom là, qui crée ça, vous le savez. Donc là, le pouvoir est aux étudiants, abat l'autorité du maître. Donc, le maître et les étudiants vont devenir un peu sur un plan horizontal, pour faire un mauvais jeu de mots. Puis là, il y a la mixité en enseignement, donc il y a des femmes et des hommes qui se côtoient. Fait que là, s'il y a moins de distance, bien, ça autorise les rapprochements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans un espace libéré. Donc là, il y a des hommes qui vont vraiment abuser de ça, surtout en position de temps. Je pense qu'on avait une Ben, intervention. Oui, je sais pas où ça va aller par contre, mon intervention. Mais Lance-toi. parce qu'on a parlé tantôt comme les premières femmes qui ont étudié en médecine, ils allaient comme en banlieue pour la job là-bas, puis ça faisait qu'ils refusaient comme un peu l'idée d'avoir une famille. On a parlé de Jeanne Lapointe qui a aussi, elle s'est rendue loin parce qu'elle a décidé de ne pas avoir d'enfant puisqu'on se concentrait sur sa carrière. Puis on dirait que je trouve que c'est vraiment une image qu'on a beaucoup quand on voit comme une femme qui est devenue chercheuse ou qui est devenue professeure. Tu vois, si elle n'a pas d'enfant, on va dire que c'est parce qu'elle s'est concentrée sur sa carrière. Mais les femmes, ils ont le droit de ne pas vouloir d'enfant. Oui. Puis genre, mettons que tu as un homme chercheur, on va même pas penser, ben on va peut-être le penser, mais on va s'en foutre de tuer des enfants. C'est juste ça la c'est que ouais, ça me dérange le fait qu'on associe des femmes qui ont des carrières et pas d'enfants au fait qu'ils ont une carrière, ils n'ont pas d'enfants à cause qu'ils ont une carrière. Mais merci, oui, parce que ça nous ramène à l'actualité. C'est vrai que ça, c'est un argument que moi j'ai, tu sais, actuellement. Ben, il fallait en parler. Fait que merci beaucoup pour l'intervention. Je pense qu'actuellement, oui, on peut très bien choisir de ne pas avoir d'enfant, puis choisir aussi de ne pas avoir une carrière exceptionnelle. Tellement, oui. On peut juste vivre la vie. Oui, ça, c'est important de le dire. Là, puis j'espère que j'ai pas eu l'air de dire le contraire. Non, vraiment pas. Il y a 75 ans, le coût social, le choix de ne pas avoir d'enfant, c'était comme un fardeau aussi, une identité là, de. Wow, c'était tellement lourd à porter que c'était un choix vraiment assumé qui est important. Aujourd'hui,
Oui, on peut, je pense, justement parce que la nébuleuse de représentation, l'imaginaire social, autorise toutes sortes d'étoiles qui brillent plus ou moins fort, toutes sortes de possibilités de maternité, pas de maternité, de carrière, très avancée, pas avancée, au croisement des inégalités ou pas. Donc, oui, on est assez chanceux sur ce plan-là. Il faut continuer à le. Sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il faut continuer à le mettre de l'avant, comme tu viens de le faire. Si je veux te tutoyer, mais il faut le dire dans l'espace public pour créer des représentations plus nombreuses. Puis, tu sais, s'il y avait plus de représentation, par exemple, au cinéma, de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, ben, ça serait banal, puis on aurait moins tendance à associer, justement, des facteurs qui n'ont pas rapport avec. Parce que, genre, mettons, moi, je veux pas d'enfant, puis quand je dis ça à mes parents, mettons, mes parents, ça, ça va qu'on veut pas d'enfant, mais ils sont comme, ah, c'est parce que tu veux te concentrer sur, genre, ta carrière ou tes études. Puis je suis comme, non, parce que, genre. Parce que eux, c'est leur seul référent. Mais c'est vrai, dans le c'était fond, ça. ils font de leur mieux, là, mais. Ben non, mais parce que peut-être qu'à l'époque, justement, c'était ça les possibilités. Fait que toi, ça serait ton travail de rappeler la nouvelle réalité. Ouais, c'est ça. Mais mettons, ta madame La Jeanne, là, était-tu mariée? Pardon. Ouais. Ouais, forcément, à cette époque-là, elle n'avait pas d'enfant. C'était pas mariée. Puis même, là, jusque Mais dans les. non, mais si elle avait Ouais, été oui, mariée. oui. Mais oui, parce que là, Elle se rendre là, effectivement. Non. Oui. Oui, parce qu'être fille-mère, prof d'université, ça, on l'aurait su. Vous l'auriez connu. Mais, Je suis pas sûr qu'elle aurait eu le poste. Non. Mais non, on est rendu au bac déjà. mais en fait, encore récemment, là, dans certaines universités, il faut s'obstiner pour dire non, là, vous n'avez pas le droit de poser des questions en entrevue, par exemple, sur les choix. Parce qu'à l'époque, c'était ça, en fait. Si tu embauchais une femme, tu prenais le risque d'investir dans quelqu'un qui va te lâcher dans 2 ans. Ouais. Ah, mais c'est encore C'était ça, là. Moi, Oui, j'ai c'est regardé encore des ça. profs qui m'ont dit j'ai telle étudiante qui est venue, mais elle a voulu des enfants pendant son doctorat, fait que je l'ai pas pris. Ben, c'est ça. Je l'ai Ça, il faut entendu continuer de le mot dire, pour parce mot. qu'on dirait qu'on ne le voit pas assez. Mais il faut C'est continuer. choquant. C'est ça. C'est pour ça que tu sais, les politiques de conciliation famille-études, moi j'ai participé à l'élaboration de la politique parents aux études à l'Université de Sherbrooke. Ça s'est fait à partir de 2018, c'est très récent. Il y a des universités qui n'en ont pas encore de politique comme ça. Fait qu'il faut continuer d'en parler. Ouais, Comme vous avez puis fait ajuster avec le les financement en conséquence, parce que vous avez du financement qui vient avec vos projets, puis avec Oui, la supervision de vos oui. faut ajuster le financement. Je pense que la question se pose une fois que la direction est confirmée. Mais moi, mettons, Suzy, elle me l'a demandé, est-ce que tu en veux, oui ou non, pour qu'on pense en conséquence si Oui. ça arrive. Ouais. C'est pas ça qui va Mais décider si on j'imagine prend que ou c'était pas. bienveillant de sa part. Ben oui, des fois, c'est c'est moins pour que je, mettons, qu'on planifie si ça arrive, ou si tu me dis non, ça arrivera pas, pour qu'on le sache. Puis parce qu'elle sait c'est quoi faire Parce qu'elle sait, parce qu'elle l'a vécu. Mais c'est ça, on dirait que dans une danse comme moins dérangeant. Oui, puis c'est pas en entrevue. La Non, direction ouais. était confirmée, c'était pendant qu'on parlait de mon plan de Ouais. formation. Là, c'est pertinent de le demander. Est-ce qu'on le prévoit déjà à temps partiel? Est-ce qu'on, tu sais, Ouais, c'est- il y a une façon de le demander, ou là, au contraire, c'est une manière, je trouve, d'être plus ouvert, en fait. Quand tu montres que c'est possible, hein, si tu veux, ça ne C'est une t'empêche forme pas. de. Ben, ça, C'est c'est vraiment la vrai. bienveillance. que C'est ça. ça, exactement. Ouais, c'est Je voulais te demander, Caroline, est-ce qu'il y aurait pas aussi une représentation, où c'est pas nécessairement un choix entre, si on n'est pas d'enfant, parce qu'on s'est concentré sur la carrière, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une représentation où on imagine une espèce de femme Wonder Woman qui se doit d'exceller et au travail et dans la famille? Ah tu sais, oui. Ben oui. Oui, ça, je pense que c'est une charge qui appartient à beaucoup de femmes. Là. Oui, ben merci. Ah ouais. Merci de le nommer. Mais c'est drôle, mais ta question m'a aussi fait penser qu'une des raisons qu'on impute aux femmes de choisir de ne pas avoir d'enfants ou de décider de faire une grande carrière, le stéréotype qui circule dans la littérature, là, surtout des années 80 à 2010 à peu près, c'est que forcément la prof est lesbienne. Donc, Oh! ouais, Ouais, donc vraiment là, des espèces de, tu sais, de ghettoiser, de minoriser tout le temps. Mais ouais, puis là, ben le piège, pour paraphraser un titre de Jean-Philippe Warren qui porte sur un autre sujet, là, mais une espèce de piège de la liberté des femmes actuelles, c'est justement de devoir performer dans les deux sphères. Mais bon, je pense que ça nous appartient aussi d'être Changement réalistes, mental, là. Ouais, moi, ben, c'est ça. Mais après ça, ça nous appartient à chacune aussi de se défaire de cette aliénation-là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être une mère parfaite non plus. Mais- Oh. Les autres sont belles parce qu'il y a les lesbiennes ici, ils peuvent avoir des enfants. Ben, mais Ben oui. Je pense que c'est ce qu'on appelle un mic drop. Je pense qu'on va finir là. Bien joué. Bien joué.
Bon, ben, si ça vous convient, on va s'arrêter là pour Ouais. merci encore, Caroline. Merci à vous.